Bonjour, je te laisse la parole. Alors, avant de laisser la parole à Baptiste, je voudrais juste dire, on n'est pas forcément des spécialistes. Je pense que c'est très difficile d'être vraiment, de comprendre vraiment ce que Yona Friedman a voulu faire. Donc, on essaye de comprendre à travers tout un cheminement. Voilà, mais ce projet nous nourrit beaucoup dans nos enseignements, en particulier dans nos recherches. Voilà, je te laisse la parole à Baptiste. Oui, bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être invités pour intervenir ce soir et présenter le projet du Flatwriter de Yona Friedman. Notre présentation, on va essayer de durer à peu près 1 heure et ça sera suivi d'un temps d'échange. Au cours de notre exposé, on va aborder 7 points pour vous expliquer le projet, ainsi que ses tenants et ses aboutissants. Et je relaisse la parole à Claire qui va introduire la première partie et la vision de la ville de Yona Friedman. Non, excusez-moi, j'ai un problème avec mon PowerPoint qui ne veut plus bouger. Non, attendez. Alors, moi je vais lire, c'est plus facile, surtout qu'on va rentrer dans des notions assez complexes. Notre intervention est en résonance avec l'exposition consacrée à Yona Friedman, intitulée « Des villes pour vivre ». Le concept de Flatwriter, inventé par Yona Friedman dans les années 60-70, dont nous allons vous parler ce soir, s'inscrit dans un contexte historique de mutation liée à l'émergence de l'informatique, pensée comme un nouveau langage entre l'humain et la machine. Une constellation de scientifiques et d'intellectuels gravite autour de ces enjeux, en particulier pour élaborer les systèmes graphiques qui vont nourrir le langage computationnel, on parle plutôt du langage informatique à l'époque, appliqué à l'architecture. Ainsi, l'exposé de ce soir aborde le Flatwriter à la lumière de ces constellations d'acteurs liées directement ou indirectement à la démarche de Friedman. Pour introduire notre propos, ah oui, parce qu'en fait, il n'y a pas les visuels. Il y a un problème. En fait, il faut faire le partage. Je dis, il y a... Ah oui, il faut faire le partage là. Du coup, oui. Vous avez le visuel ou... Non. Non. Alors attendez. Je me dis... Ouais, on est... C'est bon. Est-ce que vous pouvez réessayer de couper le partage? Là, on est obligé, oui, mais on fera peut-être... à un moment donné, on... C'est juste que ça marchait il y a... Ouais. Ah, ça marche plus? Ça marchait. Et... Voilà. Ah ben voilà, c'est bon. Parfait, super, nickel. Parfait. Pour introduire notre propos, nous partons de l'idée de ville de Yona Friedman, que l'idée de ville de Yona Friedman a voulu bousculer. Traditionnellement, les architectes et les urbanistes perçoivent la ville à travers ses composantes monumentales, ses places, ses rues, ses bâtiments publics. Mais cette approche n'est qu'un point de vue. Un autre regard consiste à envisager la ville comme un assemblage de logements, de commerces et d'éléments architecturaux de petite échelle. Ces fragments dépendent des goûts et des préférences de chaque individu et composent un ensemble cohérent, la ville. C'est précisément ce second point de vue que Yona Friedman adopte et défend. Pour lui, chacun de ces nouveaux projets est une réponse aux limites et aux questions soulevées par le projet précédent. Sa pensée se développe, comme il le dit, en zigzag. Elle suit pourtant une logique allant de la question à la réponse, allant de la réponse à la question suivante. Ainsi, l'ensemble de son œuvre se comprend à travers l'interdépendance de ses projets.
Friedman y réaffirme continuellement l'idée que les architectes sont avant tout des serviteurs publics. Ils sont au service des habitants. Pour lui, les habitants ne doivent pas être considérés comme de simples consommateurs, mais comme de réels professionnels de l'habitat, dotés d'expertise issue de leur propre expérience du quotidien. Chacun sait, à sa manière, ce dont il a besoin pour vivre. Alors, le projet du Flatwriter prolonge la réflexion initiée en 1956, lorsque Friedman participe au 10e congrès international d'architecture moderne, le SIAM, qui se tient à Dubrovnik. Ce congrès va construire une articulation, un changement dans les mentalités des architectes. Ces congrès, de manière générale, défendent la doctrine moderniste, l'idée d'une architecture industrielle, rationnelle, dont les réalisations sont souvent indifférentes aux contextes économiques, sociaux ou environnementaux. Cette pensée fonctionnaliste permet aux architectes de répondre aux besoins immenses de construction de logements après la Seconde Guerre mondiale. En 1956, il s'agit du dernier de ces congrès. Celui-ci est marqué par la participation de jeunes architectes contestataires qui s'opposent à la charte d'Athènes et à l'idée que l'architecture se fasse à partir de recettes appliquées. Cet ultime congrès propose le thème de la mobilité. Pour beaucoup, celui-ci est entendu comme le retour à une architecture nomade. Yonah Friedman souhaite en explorer les dimensions sociales. C'est ce qu'on voit très bien dans l'exposition. Le concept d'architecture mobile qu'il expose concilie production de masse et habitat, personnalité, par la fabrication industrielle d'éléments ordonnables à volonté directement par les habitants. Il s'intéresse à la mobilité interne de l'habitation et la liberté laissée aux initiatives individuelles. Il recherche ainsi à identifier les composants minimums de l'habitat. Ce sont pour lui des liens entre sol-plafond et la circulation d'énergie et de fluide. En 1958, il fonde sur cette base, avec une partie des dissidents du SIAM, le groupe d'études d'architectes mobiles, le GEAM. C'est alors que Friedman propose son manifeste pour une architecture mobile. Il propose de permettre à chacun de déplacer aisément les éléments constitutifs d'une habitation, murs, plafonds, planchers, ainsi aussi facilement que l'on déplace des meubles. Cette notion d'architecture mobile est... Attendez, il y a cette notion d'architecture mobile appliquée, en appliquant cette réflexion à l'échelle de la ville, découle de l'idée de la ville spatiale. Il imagine ce principe en 1958. Cette technique permet un nouveau développement de l'urbanisme, celui de la ville tridimensionnelle. Pour Friedman, les constructions doivent toucher le sol en une surface minimum pour être démontables et déplaçables, pour être transformables par les habitants. Cette vision repose sur une grille ouverte dans laquelle viennent se greffer des habitations individuelles. Pour Friedman, c'est le moyen pour que la force d'expression individuelle devienne la règle de composition et que la ville redevienne ce qu'elle a toujours été, un théâtre de la vie quotidienne. En fait, je pense à la maquette qui est derrière, qui expose très bien ce principe-là. D'ailleurs, oui. Friedman voit en cela une forme d'accomplissement de la société industrielle. Pour bien le comprendre, il fait une analogie entre la mode. En effet, il est très rare de croiser deux personnes habillées exactement de la même façon, mais pourtant beaucoup portent des pièces identiques. La diversité vient donc des combinaisons. Son architecture mobile repose sur ce même principe de combinaison. La liste réduite d'éléments standardisés permet d'être combinés en une très grande quantité de variations possibles.
En s'interrogeant sur la manière de représenter cette immense diversité des combinaisons possibles, Friedman déplace la question même de l'architecture et il anticipe ainsi sur le paramétrique. Là où, dans une approche traditionnelle, le concepteur élabore une solution unique ou tout au plus quelques-unes, après avoir étudié le problème de conception et intégré l'ensemble des contraintes et des objectifs, dans le design paramétrique, ces données deviennent des paramètres et des relations intégrées au modèle. Celui-ci peut ensuite être utilisé pour générer une variété de solutions jusqu'à ce qu'une solution préférée soit identifiée. Dans ce cas, le projet du Flatwriter apparaît comme l'un des précurseurs d'une pensée architecturale propre à l'ère numérique. Là, Pour Friedman, oui. Tu voulais continuer, Claire? Non, je dis que je te passais la parole. Pour Friedman, ce passage à l'ère numérique, c'est l'occasion de remettre totalement en cause le processus de conception de l'architecture et plus particulièrement des logements. Yonah Friedman, il évoque le projet du Flatwriter pour la première fois à la télévision en 1969 au cours d'un reportage sur la ville utopique pour une émission qui s'appelait Eureka, qui était sur la première chaîne de la télévision nationale. Dans ce reportage, Yonah Friedman y témoigne aux côtés d'autres architectes comme Archigram ou Paul Virilio. Chacun parle de sa vision de l'architecture et de l'urbanisme. Et Friedman y présente son projet de machine à inventer les appartements, le Flatwriter. Il veut que ce projet soit réalisé pour l'exposition universelle d'Osaka en 1970. Voilà, c'est une machine qui Voici un court extrait où il explique cette machine. Pratiquement, mettons qu'il y a énormément de possibilités d'appartements, on peut faire des millions et de millions. Et si j'aurais fait un répertoire, j'appelle ça une carte de menu de ces machines, de laquelle où toute possibilité est représentée et de laquelle n'importe qui peut choisir n'importe quoi, qu'est-ce qu'il veut. Ça aura été un énorme bouquin, seulement plein, avec des petits plans. Au lieu de ça, je fais quelque chose comme une machine à écrire. Ça veut dire, au lieu de bouquin, je fais l'outil qui imprime le bouquin. Et dans cette machine, il y a un clavier qui représente les différentes configurations, les différentes formes, les différentes positions de cuisine, salle de bain, toilette. Et chacun peut, en manipulant différentes touches de ce clavier, imprimer pour soi-même l'appartement, qu'est-ce qu'il préfère. Je ferai la première expérience pour l'exposition 1970 à Osaka, où cette machine aura pas plus que 53 touches. Avec 53 touches, on peut aller pour 3 à 5 millions différents appartements. Et chaque visiteur de cette exposition, bien entendu, imprimera pour soi-même son appartement. Après ça, il arrive à une deuxième machine. La deuxième machine, c'est une machine à choix par laquelle chacun choisit l'emplacement de son appartement dans la ville. Ça veut dire tel et tel îlot, tel et tel étage. Et de nouveau, dans cette infrastructure, nous avons ça, il imprime son choix. Si le choix est déjà pris, alors la machine allume une petite lampe rouge et dit « choisissez de nouveau ». Si le choix est libre, la machine enregistre le choix et enregistre son petit plan d'appartement. La machine, en même temps, fait un contrôle si le choix d'une personne ne bloque pas l'accès pour une autre personne pour son appartement. Et ne bloque. Voilà, c'est une machine. Pardon, j'ai coupé un peu trop tôt. C'est pas très grave. Dans cet extrait, ce qu'il faut retenir, c'est que le projet du Flatwriter, il est décrit comme fondé sur un répertoire de toutes les combinaisons possibles que Friedman y compare à une carte de menu dans lequel chacun pourrait choisir librement son habitat. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que plutôt que de proposer un répertoire de plans, qui aurait été un énorme bouquin, comme il le dit, Friedman, il imagine plutôt un dispositif
qui repose sur une machine à écrire qui permet d'explorer et de tester ces possibilités. Voilà. Le projet présenté par Friedman dans l'extrait, il n'est finalement pas réalisé pour l'exposition universelle. Friedman publiera ce projet en mars 71 dans une revue américaine, Progressive Architecture, et l'évoquera également en septembre 71 lors d'une conférence à Manchester de la Design Research Society qui est consacrée au thème de la participation. Avec ce projet, Friedman fait un geste qui marque un tournant important dans la conception du rôle de l'architecte, puisque l'architecte devient un faiseur d'outils. Il n'est plus un concepteur d'objets finis, mais il va concevoir des systèmes qui permettent aux autres, aux habitants, de produire leur propre architecture. Friedman, comme il le dit, rapproche ainsi l'architecte du savant, celui qui respecte son sujet d'étude, qui expérimente, mais surtout qui admet son ignorance. C'est pour lui une des conditions du savoir. Pour Friedman, l'architecte doit désormais concevoir des méthodes pour favoriser le choix des utilisateurs. Ce procédé imaginé par Friedman, il repose sur un circuit d'information entre le concepteur et l'utilisateur. Cet intérêt pour les dynamiques de déplacement et de régulation des informations chez le vivant et chez la machine provient directement de la cybernétique. En effet, cette science, la cybernétique, elle est initiée en 1948 par le mathématicien et philosophe Norbert Wiener, qui fut un des pionniers des sciences computationnelles. Et la cybernétique, elle exercera une influence considérable sur l'architecture, notamment grâce aux contributions de Gordon Pask, un cybernéticien, et sa théorie de la conversation, qui explore le dialogue entre l'homme et la machine. Et surtout à travers un article qu'il publie en 1969 dans le magazine Architectural Design, qui établit un rapprochement indéniable entre architecture et cybernétique. Pask conçoit la cybernétique comme une théorie unificatrice et rattachée à l'architecture. Elle contribue ainsi à percevoir l'architecture comme un dispositif environnemental, social, culturel, et elle propose des composantes fondamentales des processus de conception permettant de calculer, de déterminer et de prédire de tels systèmes. Elle contribue ainsi à lier l'architecture à la pensée computationnelle, c'est-à-dire à un processus de réflexion qui permet de formuler un problème de façon à ce que sa résolution puisse être traduite en une suite d'opérations et d'algorithmes. Lorsque l'on parle de cybernétique, notamment en architecture, il faut rappeler la collaboration entre l'architecte Cedric Price et Gordon Pask, puisque entre 61 et 64, ils ont imaginé un projet célèbre qui n'est pas vraiment utile de présenter, celui du Fun Palace. Ce projet, c'était un complexe interactif, adaptable. Il s'agissait en fait d'un projet informel, flexible et en constante évolution. En fait, ce projet partage des grandes idées avec la pensée de Friedman. La proposition est élaborée à partir de la théorie cybernétique, selon les principes du théâtre de l'avant-garde, dans laquelle l'utilisateur, plutôt que d'être un visiteur, devient un acteur qui participe activement. La conception du projet du Fun Palace, elle est basée sur un système similaire à un échafaudage et de passerelles mobiles, avec aussi des murs mobiles, et le tout qui est relié par un système qui permet de réorganiser le programme en fonction de la circulation et des personnes. Le Fun Palace est un hommage à la culture de l'éphémère. Un lien indéniable existe entre cette architecture proposée par Cedric Price et les idées de Yonah Friedman pour son architecture mobile. Cette image s'insère aussi dans la vision de la ville spatiale. Et en retour, la cybernétique a aussi été très influente pour Yonah Friedman. Ici, un schéma publié par Friedman dans lequel il propose une critique du processus traditionnel dans lequel l'architecte et l'artisan ne sont que des canaux par lequel passe l'information. L'information qui nous intéresse, c'est les besoins spécifiques de l'usager. Et cette information est transmise jusqu'au hardware, au matériel, à l'architecture dure, à la construction.
par l'architecte et par l'artisan. Ce processus est composé d'une station émettrice, le futur utilisateur, de deux canaux, l'architecte et l'artisan, et d'une station réceptrice, la construction. Et le seul feedback possible, c'est celui de l'usage de la construction. Et du coup, ce système, il ne permet aucune correction, aucun ajustement suite à un retour d'informations qui serait insatisfaisante. Ainsi, si la station réceptrice ne reçoit pas de feedback de la station émettrice, toute la responsabilité, elle incombe à l'architecte et aux artisans. Et à ce fonctionnement qui était déjà difficile, s'est ajoutée la complexité pour le logement collectif et donc la multiplication des usagers. Et l'architecte, pour répondre à ça, il fait apparaître la figure, l'idée d'un homme moyen. C'est ce qui illustre parfaitement le modulor de Le Corbusier. En fait, l'architecte ne peut pas étudier le comportement de chaque utilisateur. Alors, il construit plutôt un utilisateur idéal, généralement une image miroir de soi-même, et l'architecte va planifier en fonction de cet idéal. En concevant selon une norme commune de perfection, au final, aucun des utilisateurs, qui sont individuellement imparfaits, ne peut être satisfait. Friedman va s'opposer à cela. Pour lui, cet idéal n'améliore pas du tout la situation. Au contraire, cela ajoute une nouvelle étape avec des erreurs possibles. Alors, Friedman nous propose un nouveau schéma, celui du Flatwriter, qui repose sur la séparation de 4 circuits d'information, en réalité 2 boucles, qui peuvent être pris dans les 2 directions. Le point commun des 2 circuits, c'est la personne du futur utilisateur. C'est le seul décideur de ce processus. Friedman propose un nouveau schéma pour la conception où les boucles de rétroaction sont possibles. Il propose une boucle qui ne contient aucun intermédiaire autre que l'utilisateur lui-même et un répertoire contenant toutes les combinaisons physiquement possibles. Dans ces 2 boucles, l'intermédiaire du concepteur est complètement éliminé. Selon Friedman, l'architecte pourrait toutefois quand même être inclus dans la seconde boucle si c'est nécessaire, mais comme intermédiaire, mais surtout, il ne doit pas figurer dans la première boucle. Ce schéma est intéressant parce qu'en fait, il permet aussi de juxtaposer autant de boucles que nécessaire, c'est-à-dire autant de boucles que d'utilisateurs, car toutes les boucles sont distinctes sur toute leur longueur. Dans un tel schéma, le futur utilisateur rencontre à la place de l'architecte un répertoire de toutes les organisations possibles. Ce répertoire, il doit être présenté sous une forme compréhensible à l'utilisateur. À chaque élément de ce répertoire est associé, outre la notation de chaque solution, un avertissement. Cet avertissement, il informe l'utilisateur sur des problèmes d'utilisation probables, qui peuvent être des avantages ou des inconvénients selon l'avis de chacun. À première vue, il semble que l'architecte ou l'urbanisme, qui a conservé pendant des siècles un rôle de traducteur, soit éliminé du processus. La réalité est en fait différente. Ce n'est pas l'architecte ou l'urbaniste qui est éliminé du processus, mais son ancien rôle. Il y a une place pour l'architecte avec un nouveau rôle, celui de la construction du répertoire. Le professionnel qui construit à la fois le répertoire et l'alerte doit être un scientifique, un architecte ou un urbanisme repensé. Le rôle qu'imagine Yona Friedman pour l'architecte est parfois ambigu, entre un rôle repensé ou une disparition totale. Il faut remettre cela dans son contexte, et particulièrement le retentissement de l'exposition manifeste de Bernard Rudowski, Architecture without Architects. Elle se tient au MoMA de New York en 1964 et sera présentée pendant plus de 11 ans dans 80 musées dans le monde entier. Cette exposition et bien sûr le livre qui en suit auront une influence considérable sur le monde de l'architecture. Yona Friedman formula une réponse à cela. Il écrira un livre, Architecture without Building. Yona Friedman n'a certainement pas voulu œuvrer pour la disparition de l'architecte. Bien au contraire,
puisque dans ce livre, il propose que d'autres supports que les bâtiments, qui seraient, selon lui, non construits, tels que par exemple les programmes informatiques, puissent être conçus par des architectes. En réalité, son œuvre revendique l'importance de l'intellectualisation de la discipline. Conscient que les architectes se confrontent à de nouveaux défis environnementaux, politiques ou technologiques, il propose d'aller à l'encontre d'une pratique architecturale constructive et de retourner à des techniques de création humbles. C'est aussi d'ailleurs dans cette mouvance qu'a eu lieu une exposition au FRAC d'Orléans en 2023-2024, Architectes sans architecture. Cette exposition, elle proposait le travail de plusieurs architectes comme Becca Lemoine, Cavard, Aristide Antonas ou Objectif. Tous, ils sont architectes de formation, mais ils revendiquent clairement une culture architecturale, mais ils assument pleinement un pas de côté sur leur production, qui est loin du monde de la construction et le monde du bâtiment. Il est certain que ceux-ci se rejoignent avec Friedman dans un rejet commun des valeurs capitalistes et fonctionnalistes. Je repasse la parole à Claire pour évoquer la pensée qui se cache derrière le flat-writing. Alors, on va aborder un petit peu plus le contexte dans lequel ce projet a été élaboré, pensé et puis développé. À partir de 1965, et suite au retentissement de son projet de ville spatiale, Yona Friedman est nommée chercheur invité dans des universités américaines. Pour présenter ses recherches, il s'efforce de justifier que ses idées architecturales sont le fruit d'un raisonnement rigoureux. En effet, Friedman regrette fortement que la presse professionnelle, qui a publié ces images et ces maquettes, n'ait jamais insisté sur le raisonnement qui amène à cette forme de visualisation. Pour Friedman, la raison des formes qu'il préconisait, n'était que le résultat d'un raisonnement. Il décida ainsi de contrebalancer cette incompréhension en voulant présenter plus clairement son raisonnement. Il découvre alors et s'appuie sur les travaux des mathématiciens contemporains Claude Berge et Franck Harary qui concernent la théorie des graphes. Donc là, on va rentrer dans la théorie des graphes. On fait généralement remonter la naissance de la théorie des graphes au célèbre problème des ponts de Königsberg, qui est l'actuelle ville de Kaliningrad. Ce problème est paru dans un article en 1736 et est résolu par un mathématicien, le mathématicien suisse Leonhard Euler. Il s'agissait d'une ville pourvue de 7 ponts, on voit le dessin, enfin il n'y a pas beaucoup de représentations, on ne trouve pas beaucoup de représentations, de 7 ponts, et la question était de savoir si l'on pouvait imaginer une promenade dans la ville qui emprunterait chacun de ces 7 ponts une fois et une seule pour revenir à son point de départ. Euler a modélisé ce problème de manière abstraite, et c'est le début de la modélisation des systèmes. Un graphe, au départ, c'est simple, des sommets et des arcs, des points et des flèches ou des traits qui les relient. Quand ce sont des flèches, on a affaire à des graphes orientés. Quand ce sont des traits, les graphes ne sont pas orientés. Certains problèmes font intervenir l'orientation, d'autres non. Par exemple, le problème archi-connu consiste à savoir si l'on peut tracer ce dessin, donc c'est le dessin avec les points rouges, en un trait de crayon, c'est-à-dire sans lever la main, sans lever le crayon, sans repasser 2 fois sur le même trait. C'est la logique, c'est la théorie des graphes. Les graphes sont restés longtemps, au moins jusqu'aux années 30, considérés comme une prétendue science de problèmes triviaux et amusants pour les enfants. Le mathématicien Claude Berge, contemporain de Friedman, participe grandement à son retour sur le devant de la scène. Il publie en 1958 le livre « La théorie des graphes et ses applications ». Ce sera le premier manuel concernant la théorie des graphes à être traduit en anglais en 1962. Berge apporte par ses recherches des contributions sur les graphes parfaits et l'introduction des hypergraphes. C'est également en 1962 que Franck Harary publie un premier ouvrage, Graph Theory, aux États-Unis. Le deuxième croquis qu'on voit, c'est un croquis de Claude Berge dans son premier ouvrage. Alors, un autre élément
qui nous a semblé très intéressant de montrer ce soir, c'est que Claude Berge est également un des fondateurs du groupe de recherche littéraire Oulipo. Ce groupe, qui s'appelle Ouvroir de littérature potentielle, dit Oulipo, fondé en 60, a pour but de découvrir de nouvelles potentialités de langage et de moderniser l'expression à travers des jeux d'écriture. Le groupe est célèbre pour ses défis mathématiques imposés à la langue, obligeant à des astuces créatives. Parmi les œuvres les plus connues publiées figurent 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau. Alors, il s'agit donc pas d'une littérature aléatoire, mais au contraire, il s'agit d'appliquer à la littérature la rigueur scientifique. L'objectif de cette recherche est d'inventer de nouvelles règles de composition poétique qui permettent, d'une part, de créer de nouvelles œuvres, et d'autre part, de dégager les potentialités d'œuvres existantes. C'est également ce que Friedman cherche à faire pour l'architecture. Les graphes apparaissent alors comme le meilleur moyen d'exprimer la combinatoire. Frank Harari est reconnu comme le père fondateur de la théorie des graphes modernes. Il enseigne à l'université du Michigan, d'Ann Arbor, où Yonah Friedman intervient aussi. Harari s'intéresse particulièrement à l'application des graphes dans d'autres disciplines que les mathématiques. Il élargit leur portée à la physique, à la psychologie, à la sociologie et même à l'anthropologie. Une astuce particulière qu'il utilisait pour vulgariser la théorie des graphes et les rendre accessibles consistait à transformer ces théorèmes en jeux. Harari met en avant les aspects visuels et esthétiques des représentations en graphes. Ils peuvent être dessinés très facilement à la main et leur interprétation est très intuitive. C'est cette qualité qui attire Friedman. Nous pourrions également mentionner des similitudes entre ces graphes faits de points et de lignes qui évoquent le même langage squelettique que les dessins de nœuds et de barres pour la ville spatiale. Friedman démontre la capacité d'utiliser d'autres langages de représentation pour relier des architectures concrètes à leurs abstractions mathématiques. On va aborder aussi le travail de Christopher Alexander. Il est désormais... Alors on aborde le travail de Christopher Alexander, bien qu'il n'ait pas forcément de lien direct à travers cette expérience de l'université. Alors Friedman place désormais les mathématiques et la logique au cœur de ses recherches sur l'architecture et l'urbanisme. Il publie alors plusieurs articles décrivant les mathématiques, les mécanismes de fondement de la ville spatiale. Friedman commence alors à présenter l'architecture par des fragments mathématiques représentant des pièces et leurs relations. Ces graphiques montrent comment les gens se déplacent dans un espace complexe d'une pièce à une autre. Ces représentations graphiques de plans, d'étages et d'activités humaines n'étant pas nouvelles. En effet, elles étaient apparues au début des années 60. L'architecte et mathématicien Christopher Alexander a exercé une influence considérable dans les années 60 sur l'utilisation de l'informatique dans le design, l'architecture et l'urbanisme. Ces travaux mettent en lumière les liens entre les méthodologies scientifiques et la conception en architecture. Il appréhende les problèmes de conception comme des systèmes. Afin de synthétiser une forme, il décompose d'abord le système en sous-systèmes et s'attache à définir leurs interrelations. Il parvient à décrire le design à partir de diagrammes. Il publie alors son ouvrage, le premier ouvrage, Note on the Synthesis of Form, en 1964, et ouvre un champ académique autour de l'idée de méthode de conception. Il propose des visualisations de structures d'information qu'il met en relation avec les capacités de la programmation informatique.
Pour lui, la décomposition du problème doit être traitée de manière standardisée, selon des règles précises, comme si elles étaient effectuées par un ordinateur. Alexander décrit les problèmes de conception comme des ensembles pouvant être organisés en arbres hiérarchiques. Il propose dans cette continuité le programme informatique IDEC 2, Hierarchical Decomposition of Systems. Il apporte ensuite des améliorations après avoir compris que toutes les interrelations structurelles en lien avec l'architecture et la ville ne peuvent pas toujours être décrites par des arbres, c'est-à-dire selon un principe hiérarchique et rigide, mais par des structures complexes où les fonctions et les espaces se recoupent, se superposent et interagissent ensemble. Il écrit alors « A city is not a tree » et fait le programme, la deuxième génération de programme, en fait la troisième visiblement, IDEC 3, IDEC 3. Plus tard, en 1977, Alexander écrit A Pattern Language, Town, Building and Construction, qui est son ouvrage le plus célèbre, où il abandonne la notion de structure d'information et décrit des systèmes comme ouverts. Ce livre cherche à créer un nouveau langage à partir de patterns appelés modèles. Les 253 modèles mis ensemble forment un langage. Ces patterns décrivent un problème, puis proposent une solution. Alexander cherche ainsi à créer une grammaire générative. Ce système se compose uniquement de modèles intemporels testés dans le monde réel et examinés par plusieurs architectes pour leur beauté ou leur fonctionnalité. Alexander utilise les mathématiques pour analyser les problèmes de conception et a recours à des graphes pour faire le lien entre la représentation architecturale et la représentation pour les logiciels. Un autre acteur, Alan Bernholtz, professeur d'architecture et de technologie informatique à Harvard Graduate School of Design, a adopté le programme IDEC 3 de Christopher Alexander pour résoudre informatiquement le problème de conception d'une maison. Dans celui-ci, après établi ses exigences, le concepteur détermine celles qui interagissent et définissent des liens qui les unissent dans un graphe. Ce graphe est ensuite interprété mathématiquement par l'ordinateur afin de suggérer la subdivision du système en sous-ensembles. Ce processus ne produit pas une forme finale parfaite, comme un plan, mais de nombreuses formes, unifiées et claires dans leur finalité. De plus, le processus n'est pas raccourci à l'aide de l'ordinateur, il exige toujours un travail impartial et imaginatif. Bernholtz considère que le potentiel de l'utilisation des ordinateurs dans le design résidait dans la révision du processus de conception. L'ordinateur pouvait assister le processus en tant qu'outil de prise de décision, d'organisation de l'information et dans des tâches laborieuses, mais cela libérait le designer pour ce qu'il appelle les niveaux supérieurs du processus, c'est-à-dire les parties créatives et intuitives. Un autre projet similaire d'Alan Bernholtz, c'est le logiciel Rumor, qui est un peu plus avancé. Rumor fait partie des premiers programmes qui utilisent l'ordinateur non pas pour dessiner, mais pour analyser et générer des concepts spatiaux, anticipant ainsi sur le design génératif, et dont les concepts devenus centraux aujourd'hui dans la conception paramétrique dont les concepts sont devenus centraux aujourd'hui dans la conception paramétrique et des systèmes d'aide à la décision. Friedman, ensuite, n'était ni le premier à transposer l'outil des graphes issus des mathématiques vers l'architecture, ni le premier à s'intéresser aux outils informatiques et à la génération des plans. Mais il a toutefois joué un rôle clé dans l'élargissement de leurs applications au-delà du problème pratique de la conception de bâtiments performants, ce qui était le but de Bernholtz. Il les a plutôt utilisés comme base
d'une nouvelle théorie qu'il nomma architecture scientifique. Son livre pour l'architecture scientifique ne sera publié par contre qu'en 1971. Je laisse la parole à Baptiste sur le fonctionnement. Oui, du donc Flatraitor. je vais revenir maintenant sur le Flatraitor. Bien qu'il n'a jamais été réalisé, Friedman l'a décrit assez précisément et nous pouvons donc comprendre son fonctionnement, ou du moins essayer de le comprendre. La première machine, elle est composée d'un clavier. Ce clavier, il représente les différentes configurations, les différentes formes et les différentes positions de la cuisine, de la salle de bain et des toilettes. Et ainsi, avec ce clavier et ses touches, chacun peut imprimer son propre appartement. Donc sa machine, comme on l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait vidéo, elle comporte 53 touches. Donc dans ces 53 touches, on retrouve à gauche le petit A, qui sont toutes les configurations possibles pour un appartement. Le petit B, qui sont les formes de pièces possibles. Le petit C, qui sont la position de la cuisine, du toilette et de la salle de bain dans une pièce. Et le petit D, qui est l'orientation de l'appartement. J'ai pas précisé, mais il y a aussi à côté du petit B, il y a une flèche avec une flèche vers le haut avec une flèche qui est l'orientation de la pièce. Donc on peut aussi orienter les pièces et pas que l'appartement. On va prendre maintenant un exemple. On va l'appeler Monsieur X, qui ferait son appartement en utilisant le clavier. Et donc pour ça, il ferait comme s'il ferait sur une machine à écrire ordinaire, et il taperait. Donc il choisit d'abord une configuration parmi les touches A, puis une après l'autre, il choisit les formes des différentes pièces. Il peut éventuellement donc la tourner. Ensuite, il situe dans chacune des pièces sa cuisine, les installations de salle de bain et les sanitaires avec le petit C. Et enfin, il décide de l'orientation générale de son logement, le petit D. Donc, voici un exemple d'appartement qui pourrait être généré à partir de ces touches. Donc, pour un appartement de 3 pièces, on va utiliser au maximum 11 touches. Ainsi, Monsieur X, il va prendre toutes les décisions et la machine, elle va se contenter d'imprimer sur un bout de papier ses décisions. Elle va ni contester ni critiquer cela. Monsieur X, il va se tourner ensuite vers un autre clavier, celui des fréquences d'habitude. Il doit indiquer la fréquence à laquelle il a l'habitude de se rendre dans les différentes pièces, la salle de bain, la cuisine. Et grâce à ces fréquences d'habitude, qui sont en fait un paramètre caractéristique d'un mode de vie personnel, donc pour ça, il appuie sur les touches, donc une touche qui correspond à la pièce 1, la pièce 2, la pièce 3, puis ensuite la fréquence à laquelle il les utilise, et la machine, elle va donner une note d'effort, qui correspond, qui est calculé selon ces informations et qui peut parfois sembler... Enfin, cet effort, c'est en fait, par exemple, traverser le salon pour aller de la chambre à la salle de bain. Ça peut être gênant, donc il y aura un effort particulier, une note particulière. Mais cet effort, il reste neutre, c'est une note, un numéro, parce que pour certains, elle peut sembler désavantageux, mais pour d'autres, non. Et en fait, grâce à ces notes, le Monsieur X, il peut décider ou non de modifier son plan en retournant sur la première machine. La partie suivante du Flatraitor, en fait, c'est un écran de télévision sur lequel est reproduit le plan d'une infrastructure, donc un squelette vide de plusieurs étages. Donc chacun des espaces vides du squelette sont identifiés par un numéro. Et quand un espace est déjà occupé, il est rempli par le plan de l'appartement du voisin.
Et donc, Monsieur X, il va pouvoir choisir un numéro et ainsi le logement, si les cases sont disponibles, le plan du logement va se poser sur la grille de l'infrastructure. Et en fait, la machine, quand elle fait ça, elle va calculer si le choix de l'emplacement il gêne ou non l'accès pour les voisins à l'éclairage naturel, à la ventilation naturelle. Et si c'est le cas, si ça gêne, il va y avoir une petite ampoule qui va s'allumer et qui dira qu'il faut choisir de nouvelles cases. Une fois que la machine elle accepte d'insérer l'appartement dans le site, le Flatwriter va calculer un nouveau graphique, encore un graphique que Yona Friedman appelle un graphique d'effort, mais celui-ci à l'échelle de l'infrastructure. Et donc, ce graphique, il présente il indique en fait à la manière d'une topographie les zones qui sont plus soumises à un stress, c'est-à-dire au bruit, ou à l'inverse au calme, ou alors à la pollution de l'air. Et en fait, c'est les endroits où Yona Friedman calcule qu'il y a le plus de contournements. Et c'est aussi intéressant parce que c'est là qu'il peut y avoir des valeurs commerciales ou qu'il y a des questions d'accessibilité. Et il appelle donc ça l'effort local qu'il essaye de représenter. Je vais relaisser la parole à Claire qui va évoquer la machine qui se cache derrière le Flatwriter. Alors, pardon, du coup, j'ai pas... c'est vrai que souvent on s'interroge sur la manière dont Friedman a imaginé son projet, et quand on voit la première vidéo où il expose son projet pour la première fois, où il est interviewé, on a l'impression que il y a plusieurs techniques, plusieurs outils qui s'enchevêtrent, peut-être une super machine, un super ordinateur. Et donc il faut creuser un peu plus pour savoir ce qui se cache derrière tout son discours et comment concrètement le travail de cette manipulation peut se faire par les utilisateurs. Il est important d'évoquer donc la machine à écrire sur laquelle repose ce dispositif. Friedman nous parle d'une simple machine à écrire électrique dont les lettres seraient remplacées par des symboles, les 53 touches du clavier évoquées précédemment dans sa vidéo et dans les graphiques précédents. Certainement, Friedman avait observé la machine à écrire à boules. Donc c'est une machine inventée par IBM et mise sur le marché dans les années 60. Elle se caractérise principalement par l'usage d'une boule qui peut imprimer tous les caractères d'une langue. Alors la principale innovation de ce système, je ne sais pas si on voit si les images sont assez claires, est de pouvoir changer de boule et donc de police d'écriture en 2 secondes. Il semble donc très aisé d'y insérer une nouvelle boule avec les symboles de Friedman. Cette machine marque un tournant décisif car elle introduit le principe de règles binaires, un système fondé sur 2 états, le oui et le non, représentés par un 0 et un 1. Lorsqu'on appuie sur une touche du clavier, une bande verticale appelée interpose, située sous chaque touche, entre en action. Chaque interpose est associé à un code spécifique constitué d'une séquence de 0 et de 1 qui indique à la machine quelle opération est effectuée. Ce codage permet d'orienter correctement la boule d'impression afin de reproduire le caractère correspondant. Mais il y a autre chose qui intervient dans cette machine. C'est à partir de cette machine qu'IBM va proposer en 1954 un dispositif d'enregistrement sur bande magnétique. C'est le début de l'enregistrement avec des mémoires. La machine permet pour la première fois de taper un texte et de l'enregistrer sur une bande, puis de le relire, le recorriger et le réimprimer. Cela marque le début de ce qu'on appelle le traitement de texte.
C'est certainement ce procédé qui implique une facilité de rétroaction qui oriente Friedman sur le choix de la machine. Pour Friedman, la conception de l'architecture doit s'inspirer de cela. Il faut imaginer comment faire avec des éléments simples de construction, comme des lettres, des lignes, des interlignes, des choses plus complexes comme des mots, des phrases, des livres. Dans la pensée de Friedman, il ne s'agit plus pour les architectes d'écrire des phrases, mais d'inventer la machine pour que chacun puisse écrire des mots et composer un livre collaboratif. Là encore une fois, l'architecte change de rôle. Là encore, il est important de remettre dans son contexte ce projet, puisque les années 60 voient les premières explorations sur l'utilisation des ordinateurs dans le domaine du design. Tous s'accordent sur le réel potentiel de changement vis-à-vis des pratiques du dessin qu'implique l'introduction des nouvelles technologies. Rapidement, il est compris que l'un des obstacles majeurs à l'utilisation de l'ordinateur en design est qu'un programmeur doit passer plusieurs jours à réduire les éléments d'un problème à un code numérique avant même de pouvoir tenir une brève conversation avec la machine. Cette tâche est bien trop fastidieuse pour une profession qui ne pense pas son travail de manière similaire et ne maîtrise pas les codes. Les architectes ont déjà le dessin comme langage, grâce auquel ils communiquent et développent leurs idées. Les machines élaborées pour aider à la conception doivent être utilisées sans connaissance d'un langage programmatique. C'est dans ce sens que le célèbre Ivan Sutherland développe pour sa thèse de doctorat présentée au MIT en 1963 le programme Sketchpad. Il remarque toutefois d'importantes différences entre le dessin sur le papier et le dessin réalisé par l'ordinateur. En effet, le dessin informatique dépend essentiellement de la structure topologique et géométrique construite dans la mémoire de l'ordinateur comme le résultat des gestes du dessin. Il existe donc des définitions et des relations entre les lignes et les éléments d'un dessin créé par ordinateur qui sont complètement absentes dans le dessin réalisé sur le papier, le dessin manuel. À défaut de retransmettre la fluidité du dessin manuel présente dans l'acte de dessiner, l'ordinateur encourage toutefois à penser les dessins comme des éléments indépendants et relationnels. C'est justement avec cette pensée à partir d'éléments indépendants et relationnels que Yona Friedman invente ou imagine le flat writer. Alors du coup, Baptiste, je te laisse prendre le relais. Les travaux de Friedman, ils ont eu, et particulièrement le Flatwriter, ils ont eu des répercussions assez fortes aux États-Unis. Et en fait, ce projet, il va s'inscrire dans la lignée des avancées de la CAO, conception assistée par ordinateur, puisque à partir de 1973, au MIT, l'architecte Nicolas Négrand-Ponty fonde l'Architecture Machine Group. Et il va inviter Friedman comme chercheur dans le cadre d'un projet intitulé Architecture by Yourself. Et ce projet, il comprend particulièrement le développement d'un système informatique appelé YONA, Your Home Native Architect, mais c'est bien sûr en hommage à Friedman. Ce programme, il va prolonger directement le projet du Flatwriter, qui malheureusement n'avait jamais pu voir le jour. Et donc ce nouveau programme, développé au MIT, il prétend aussi permettre à des non-architectes de concevoir leur propre maison. Et pour ça, Yona Friedman va se rendre régulièrement au MIT, il va examiner le projet, les avancées et discuter des améliorations sur le travail. Donc ce travail il est dirigé par Nicolas Négrand-Ponty et Guy Wenzenfeld. Ces deux chercheurs qui dirigent le projet, ils vont le décrire dans un bref résumé qu'ils présentent à la conférence SIGGRAPH en 1976.
Ce programme, c'est avant tout une expérience de conception assistée par l'ordinateur qui utilise le médium de l'infographie, mais ce médium accessible au grand public. Le défi du projet, il réside bien sûr dans la promesse de la participation et donc l'implication de non-spécialistes dans un processus de conception. Et pour ça, au MIT, ils vont faire l'expérimentation de manière concrète avec un jeune couple qui va utiliser ce logiciel pour aménager leur propre maison. Pendant 8 semaines, le couple il va rencontrer l'équipe du MIT et expérimenter cette nouvelle approche. Ils vont bien entendu rencontrer des difficultés, notamment pour passer d'une étape à une autre. Et cela va conduire les chercheurs à essayer de mettre en place un processus plus intuitif. En fait, au MIT, ce qui va surtout les intéresser, c'est qu'ils vont considérer l'expérience sur la base plutôt de l'interaction homme-machine. En fait, c'est la mise en pratique de techniques de saisie sur l'ordinateur et de visualisation directe dans un contexte contraignant, puisque c'est la conception d'une architecture. Et donc, la machine, elle doit être à la fois compréhensive, elle doit être utile, mais aussi elle doit être non paternaliste, et c'est-à-dire agir sans donner de leçons. Pour Negroponte et son groupe, les objectifs ils étaient multiples, puisqu'ils cherchaient à décrire mathématiquement les relations architecturales, mais ils cherchaient aussi à guider l'utilisateur de manière non directive. Et pour ça, bien entendu, que c'est les recherches de Friedman qui vont les inspirer. Notamment le projet du Flatwriter, mais aussi le livre pour l'architecture scientifique. Et ils vont s'intéresser à la manière de représenter les pièces et les liaisons sous la forme de graphes. Et en fait, pour eux, ces graphes, ils permettent aux concepteurs d'identifier directement des problèmes dans les liaisons. Et ça permet également à un observateur non sachant de suivre la progression. Et le graphe va notamment être très utile pour repérer tout de suite en amont des problèmes. Ce programme, il fonctionnait entièrement grâce à une interface graphique. Donc ce qu'on voit sur l'écran, c'est les différents passages de l'interface graphique, des mots à des jauges en haut à droite où on fixe des mètres carrés, et puis des premiers graphes qu'on complexifie, qui deviennent patates, pour reprendre les mots de Friedman, et ça jusqu'à un plan d'architecture. Et donc, pour réussir à cela, ils ont utilisé une machine, un mini-ordinateur qui était fabriqué par Imlac Corporation. C'était c'est un ordinateur qui a été créé au début des années 70. Il est considéré comme le prédécesseur de tous les ordinateurs, toutes les stations de travail modernes. Et en fait, il s'agissait de la première réalisation commerciale, soi-disant à faible coût, mais on est quand même sur $8 ce qui à l'époque était équivalent à 4 coccinelles Volkswagen, la voiture. Mais donc en fait, cet ordinateur, c'est la réalisation du système Sketchpatch d'Ivan Sutherland qu'a présenté Claire tout à l'heure. Et en fait, ça permet un affichage graphique très interactif et un affichage en mouvement. En fait, le processeur, il utilisait l'affichage vectoriel, et cette fonctionnalité, elle permet d'afficher des graphiques de données et de modifier des dessins au trait, des diagrammes, de les faire pivoter et de devenir des formes filaires tridimensionnelles. Bien sûr, sur ces ordinateurs, on peut aussi jouer à des jeux qui sont très simples, par exemple. Les chercheurs du MIT, ils ont privilégié l'utilisateur d'une surface tactile plutôt que d'utiliser un stylo optique comme c'était le cas. Donc en fait, cet ordinateur, il est composé d'un clavier, d'un écran,
et il était composé d'un stylo optique qui permettait d'interagir directement avec l'écran. Et au MIT, ils vont un peu critiquer cela et mettre en place une interface tactile directement. Donc pour utiliser le programme, l'utilisateur il identifie les espaces qu'il souhaite aménager dans son logement. C'est la première partie texte. Il va déterminer leur taille, c'est la partie curseur. Et le programme il va calculer immédiatement le coût du logement afin d'éviter une déception. Et ensuite, l'utilisateur il va déterminer l'association des espaces entre eux. Et c'est de cette manière que l'écran va afficher le graphe initial. Et l'utilisateur il va ensuite pouvoir le réorganiser. Et il va ensuite avoir ses bulles, ses patates, qu'il va pouvoir agencer. Pour le MIT, ce projet, c'est avant tout l'illustration d'une bonne interaction homme-machine. Ils ont introduit ainsi la théorie de la conversation graphique. Pour les chercheurs du MIT, les représentations graphiques sont essentielles pour favoriser la communication et les relations dans le processus de conception, mais aussi le dialogue avec la machine. Une conversation, c'est bien sûr une série d'échanges, mais aussi de transformations qui doivent s'opérer directement dans l'interface, et celles-ci, elles doivent être explicitées, et pour cela, le graphique, c'est le meilleur moyen. Dans la relation homme-machine, il ne doit pas exister une relation maître-esclave. Chaque acteur doit pouvoir échanger son point de vue et il doit devenir soit élève, soit expert. L'expert fournissant l'information à l'élève et l'élève l'interprétant. Yona Friedman n'est pas du tout un technophile comme pouvaient l'être ses confrères au MIT. Dans les années 1960, il voyait cependant les potentialités des outils informatiques, mais surtout les potentialités comme un outil convivial, pour reprendre les termes d'Ivan Illich. Illich, il définit l'outil convivial comme un outil qui est maîtrisé par l'humain, mais qui lui permet de façonner le monde au gré de son attention, de son imagination et de sa créativité. C'est un outil avec lequel travailler est un outil, et non un outil qui travaille à la place de l'homme. Il doit être générateur d'efficience, mais ceci sans dégrader l'autonomie personnelle. Il ne doit pas susciter d'esclaves ou de maîtres et il doit élargir le rayon d'action personnelle. En ce sens, la diffusion des outils et particulièrement de l'informatique apparaissait à la fin des années 60 comme un outil d'émancipation. D'autres initiatives comme Stuart Brand et son livre, son World Earth Catalog, qui publie en 68 avec un sous-titre très évocateur, Accès aux outils. Ces catalogues, ils répertorient tous les outils qui sont jugés utiles. On y trouve tous les domaines, livres, jardinage, vêtements, bien sûr architecture, et aussi des informations sur les nouvelles technologies, les ordinateurs. Dans ce catalogue, ils invitent des spécialistes, des professionnels de chaque domaine à intervenir et publier des articles réguliers. Dans le premier numéro, on trouve Christopher Alexander, dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, ce catalogue, il est très important dans l'histoire de cette pensée dans laquelle fait partie Friedman, parce qu'en fait, c'est l'apparition de la culture do-it-yourself, ce passage par l'expérimentation sociale et culturelle. Je vais repasser la parole à Claire pour évoquer, au-delà du Flatwriter, d'autres projets et ce qui se passe derrière. Oui, alors là, on aborde la dernière partie pour articuler avec la partie précédente. On comprend que la question de la transmission de la culture architecturale est importante.
Pour Friedman, l'informatique est une solution parmi d'autres. Il propose d'ailleurs une version de son Flatwriter sans usage de technologie et en utilisant simplement des étiquettes autocollantes. Donc il abandonne un petit peu la complexité du langage informatique pour s'attacher à des choses plus tangibles. Des matériaux, des étiquettes autocollantes, du papier représentant diverses formes de pièces et d'équipements. Les étiquettes seraient collées par les usagers directement, les uns après les autres. Il les placerait sur des feuilles transparentes où serait imprimée la grille de l'infrastructure. On refait un lien avec, on retrouve le lien avec les projets qui sont exposés ici, avec l'utilisation des feuilles transparentes qui dessinent des grilles, etc. Ainsi, les étiquettes déposées dans les carrés de la grille dessineraient pas à pas un quartier de la ville. Le projet de Friedman vise avant tout à libérer le futur habitant du paternalisme de l'architecte. Il introduit un nouveau terme, celui de l'auto-planification. Cela consiste avant tout à établir un nouveau langage qu'il faut inventer. Il existe une opportunité de construire une culture partagée, plus directe, entre les architectes et la société civile. Celle-ci passe par l'élaboration d'outils de conception et de représentation destinés à transmettre le savoir-faire architectural et l'utilisateur. Friedman aborde ainsi la question de l'éducation à ce nouveau langage qu'il faut apprendre afin de se l'approprier. Donc il aborde l'éducation et la pédagogie. Alors on va faire une petite boucle sur les questions de la pédagogie et voir d'où ça vient, cette simplification du langage dont parle Friedman. Une des premières tentatives d'élaboration d'un langage formel génératif dédié à l'éducation vient des jeux de construction géométrique du pédagogue et philosophe Friedrich Froebel, destinés à l'apprentissage du dessin. Donc on est à la fin du 19e siècle. Froebel conçoit des jeux éducatifs à l'intention des enfants. Il place le dessin et la reconnaissance des formes au centre des apprentissages. Ainsi, il cherche à le simplifier pour que les jeunes enfants puissent acquérir facilement les règles de composition formelle. C'est dans cet objectif qu'il conçoit une méthode de composition géométrique permettant aux enfants d'exprimer leurs idées, même s'ils ne savent pas encore dessiner. Sa méthode repose sur plusieurs dons. Chaque don se présente sous la forme d'un coffret en bois qui contient des objets géométriques de matière et de qualité plastique très différentes. Le processus débute par des combinaisons abstraites et évolue vers des compositions de plus en plus figuratives. Les règles de construction de Froebel suggèrent une conception intuitive qu'il faut absolument maintenir. Les travaux de Yona Friedman s'inscrivent dans cette même pensée systémique, mais se fondent sur d'autres objectifs, bien sûr. Il s'agit d'élaborer des principes de conception participative à partir d'agencements de formes géométriques élémentaires. On revient un petit peu sur les liens entre Friedman et Negroponte. De même que Friedman, Negroponte et son laboratoire, qui deviendra le Media Lab, donc Negroponte étant un architecte, opéreront une bifurcation de l'architecture vers les questions éducatives et ludiques. Celle-ci est notamment due à la rencontre avec le pédagogue et informaticien Seymour Papert. Papert est formé par Jean Piaget, le pionnier de la pensée constructiviste, qui favorise l'apprentissage par la création. Il est également le fondateur du laboratoire d'intelligence artificielle du MIT avec Marvin Minsky, lui aussi à l'origine du Media Lab. Le travail de Papert sera connu plus tardivement avec son livre peut-être
celui qui a été le plus diffusé, qui s'appelle Mindstorm, Children, Computers and Powerful Ideas. Je ne sais pas si Mindstorm dit quelque chose au public, mais c'est ce qui va permettre un lien entre le MIT plus tardivement et Lego, les robots Lego. À partir de 1959, c'est-à-dire en concomitance avec le projet de Flatwriter, Seymour Papert s'intéresse aux robots tortues. Il s'agissait de machines programmables, donc c'est l'image qu'on voit ici, avec un dessin géométrique sur une table, enfin sur le sol. Il s'agissait de machines programmables mobiles sous la forme de jouets. Papert invente la première interface enfant-machine et un langage de programmation simplifié qui s'appelle Logo. L'objectif étant de permettre aux enfants de programmer un ordinateur pour résoudre un problème ou répondre à des consignes simples, principalement orientées vers le dessin géométrique sur l'écran et sur une feuille de papier. On a en quelque sorte un robot traceur. Il s'agit d'un moyen de stimuler la réflexion, en particulier la réflexion mathématique. Il préconise l'apprentissage par la découverte via la construction, la déconstruction d'objets programmables pour comprendre la conception de la machine. Je laisse Baptiste faire le lien. En fait, Friedman, il est conscient des complexités techniques pour mettre en place un programme numérique. Et je pense qu'il reste quelque part pas satisfait de l'aboutissement de sa collaboration avec le MIT et du programme qui porte son nom, Iona. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer une autre méthode complètement analogique qu'il appelle la méthode des boutons ficelles. Cette méthode, elle est directement inspirée des recherches de Froebel et particulièrement son 10e don. Il utilise des boutons. Les boutons, ils représentent des pièces. Il utilise des ficelles qui représentent les circulations. Et sur ça, il ajoute des étiquettes qui décrivent la qualité des pièces, la fonction, la lumière, l'orientation. Ce procédé ludique et accessible, il permet à chacun de devenir acteur et concepteur de son environnement. Les boutons, ficelles et étiquettes ne sont bien sûr qu'une métaphore transposable en dessin. Le bouton est un point, la ficelle une ligne et l'étiquette une information sous forme de texte. On retrouve là les graphes. En fait, cette méthode de bouton-ficelle, elle a permis à Friedman de construire une de ses uniques réalisations et surtout en France, l'unique, c'est le lycée Henri Bergson à Angers. En fait, conformément à ces principes, au principe de Friedman, qui est l'autoplanification, donc confier la planification et l'organisation du lycée aux enseignants, au personnel, aux élèves et aussi à quelques parents d'élèves. L'expérimentation que va faire Friedman, totalement participative, elle est menée entre 78 et 80. Et les acteurs, ils vont ainsi faire l'esquisse ensemble du plan du lycée. Et le lycée, il ouvrira ses portes pour la rentrée de septembre 1981. Donc ici, c'est le dessin sous forme de graphe du lycée. Ici, c'est le lycée sous la forme de la seconde étape, l'étape des patates, qui correspond aussi aux hypergraphes du mathématicien Claude Berge. Et puis là, ça devient bien sûr un plan d'architecture comme on peut le connaître. En fait, c'est assez marrant parce que ce lycée, il a été choisi comme décor pour un film Bis Repetita. Et dans ce film, c'est une professeure de latin qui remet en question complètement sa pédagogie. Et en fait, on peut se demander, est-ce que c'est un hasard ? Ou est-ce que Friedman, il a réussi son pari de transmettre à travers une architecture qui semble de premier abord tout à fait ordinaire, banale, l'envie de remettre en cause la société et sa réalité. En fait, est-ce que Friedman, il a réussi à réaliser là une utopie réalisable ? Et autre chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, les architectes, ils continuent de se confronter à des abstractions dans le contexte de la conception informatique. Et donc, quelque part, l'œuvre de Friedman, elle perdure.
Friedman, toutes ses recherches, elles ont oscillé entre abstraction mathématique, idées algorithmiques et bien sûr propositions architecturales avec beaucoup de poésie. Et en fait, de ces recherches, ce qui résulte, c'est une vision prémonitoire sur ce que les structures squelettiques, qu'elles soient réelles ou conceptuelles, physiques ou mathématiques, elles peuvent signifier pour l'architecture. Et en fait, depuis les années 2010, le travail de Yona Friedman sur les graphes, sur le flat-writer, ça revient complètement sur le devant de la scène, notamment avec l'incursion de l'intelligence artificielle. Et du coup, de nombreux chercheurs s'intéressent à ça. Nathan Peters, qui travaille pour Revit, Jasper Walgreen, qui a créé une société Finch qui génère des plans grâce à l'intelligence artificielle. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que derrière tout ça, ce qui se cache, c'est des graphes ou des hypergraphes qui permettent de synthétiser l'architecture et ainsi de rendre des problèmes de conception complexes, computables, compréhensibles par la machine. Et donc, bien qu'ancien et non réalisé, bien sûr, le projet du flat-writer, il est plus que jamais, avec la montée de l'intelligence artificielle, sur le devant de la scène. Et voilà. Merci de votre attention.